Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de notre saga du judaïsme en Alsace avec Alain Kahn et avec la complicité de Michel Rotet. Alors, nous allons pouvoir envisager deux parties, si vous voulez bien, parce que y a de nombreuses traditions, de nombreux minagim pour cette fête de Pessah. Une première partie concerne les préparatifs, les jours qui précèdent, les semaines et les jours qui précèdent Pessah. Et puis la deuxième partie, c'est la soirée, les soirées des Sédarim proprement dit. Alors, on peut tout d'abord voir comment dans le judaïsme alsacien, ces coutumes se sont développées et imprégnées à la fois du judaïsme, de l'hébreu, et puis de l'alsacien, de l'allemand. Et c'est la synthèse de ces deux cultures, la symbiose de ces deux habitudes qui sont très riches et que l'on peut découvrir ce soir avec Alain Kahn. Alors, Alain, quand on parle de Pessah, tout de suite, c'est pas de Hametz, il ne faut pas ni le voir ni l'en trouver. Et donc, il faut surtout remplacer le pain par autre chose, que sont les matzot. Alors, tu vas nous parler déjà de cette étape importante de la fabrication des matzot. On t'écoute. En effet, merci. C'est vrai qu'à l'approche de Pessah, bien entendu, il faut penser à ces fameuses matzot. On dit les matzos en judéo-alsacien, les pains azim. Leur fabrication et leur cuisson commençaient peu après Hanouka, comme d'ailleurs le gavage des oies pour qu'il y ait du foie gras à Pessah. Pour les matzot, c'était toujours un rabbin qui surveillait les diverses étapes jusqu'à leur emballage. Autrefois, les matzot étaient faites dans certaines communautés et vendues aux familles avant la fête. Pour le seder de Pessah, on utilisait à l'origine des matzot plus épaisses. On les appelle les mitzvot matzot, les matzot pour accomplir la mitzvah, le commandement de les consommer. Et on les perçait d'un trou pour les reconnaître. Ensuite, les boulangers spécialisés dans la fabrication des matzot, on les appelait les matzebek. Ça veut dire le boulanger qui fabrique des matzot et qui fournissait toute l'Alsace-Lorraine. On peut aussi rappeler que, à cet égard, que l'inventeur de la machine à fabriquer les matzot était un juif alsacien en 1938 et il s'appelait Itzik Singer de Ribeauvillé. Et c'est lui Oui. qui avait inventé le système de fabrication automatique des matzot. Alors, ces matzot, est-ce qu'on parlait de matzot de Shmurot à l'époque ou... Oui, Oui, donc il y avait une fabrication à part, quoi, 18 minutes oui, c'est ça. pour quelques-uns, quoi, ou les mitzvot, quoi, enfin les Ce mitzvot que- étaient des shmurot, quoi. ce qu'on utilisait pour la soirée du CEDER. Ouais, 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 ouais. Très bien, très bien. Et est-ce que les autres personnes du village ou de la petite ville non juives en consommaient aussi ou Il y voulaient avait goûter dans ou... les villages et même dans les petites villes, même chez nous à Saverne, j'ai connu ça. Il y avait des relations souvent qui étaient assez amicales. Les goïms y venaient et puis on leur donnait des matzot et puis ils étaient très contents d'en recevoir. Ouais, ils participaient à l'ambiance Oui, de c'est la ça. fête comme ça. C'est Oui, comme c'est comme à Soukot, on les invitait à un café dans la souka, ça ouais. participait aux bonnes relations. Oui, oui. Puis ça a imprégné la culture ambiante, quoi. En fait. Oui, c'est ça, c'est C'était très riche. le bon Ouais, voisinage. ouais, ouais. Alors, autre point après nos matzot, alors on essaye de ne pas les casser, hein, les mitzvot, il faut vraiment les protéger pour que ce soit intact hein, pour le soir du Seder. Et après, par contre, la vaisselle, j'ai vu que certains s'amusaient à les casser. Alors, Oui, c'est Il y curieux, c'est avait, très original comme oui, coutume, il tu y vas avait nous une, la faire connaître. il y avait une tradition dans les villages et dans les petites villes et les bourgs. Il s'agit des fameux casseurs de vaisselle. Et comme il fallait avoir une vaisselle entièrement réservée à Pessah, on attendait
le passage dans son village ou dans sa ville ou dans son bourg de ce fameux casseur de vaisselle. On ne voulait pas dépenser trop d'argent pour une vaisselle qu'on n'utilise que 8 jours par an, notamment les assiettes, les soupières, etc. Le casseur de vaisselle sur la place du marché en général proposait haut et fort devant des attroupements des fins de série à des prix défiant toute concurrence. Si personne n'était preneur, il faisait vraiment tomber tout son lot à terre et tout se cassait et il passait sans aucun scrupule, il passait au lot suivant. J'étais allé, je me rappelle, mais ça faisait très longtemps avec mon père. Ah, c'est vrai, c'était des vrais spectacles et il avait même rapporté avec une certaine fierté certaines pièces qui allaient compléter notre vaisselle de Pessard, une fois une soupière, une fois une soupière avec un couvercle, et puis compléter les assiettes, même s'il y avait quelques défauts, mais on disait toujours qu'on ne les voyait pas. Mais ce qui était impressionnant, c'était justement ce vrai spectacle, c'était ces, ces piles d'assiettes, ces piles de tasses, ces piles de bols qui étaient jetés à terre et qui se brisaient devant l'étonnement de tout ce public qui était attroupé autour du casseur de vaisselle. Alors, ces hommes-là, c'était des casseurs, somme toute, pacifiques, quoi, différents des casseurs que nous connaissons de nos jours dans Ah les oui, c'est tout à fait autre chose. manifestations. Et on peut dire qu'ils cassaient les prix quand ils ne cassaient pas la vaisselle. Donc, ils s'arrangeaient pour être attractifs. Non, Alors, il on peut, utilisait des fins de série, des vaisselles qu'il récupérait dans les usines qui les oui, fabriquaient, et puis oui, oui, le second choix, quoi. Les il les petits défauts de recevait, fabrication. il les recevait pour rien. Oui, c'est ce que ma défunte maman récupérait pour les kermesses de la Viso ou Oui, charitable pour faire des lots. Alors, on peut passer maintenant au grand nettoyage. Alors, oui. nettoyage de printemps, mais là, c'est un nettoyage particulier. Ça, Qu'est-ce qu'il en est? c'est le fameux Peiserputz, comme on dit, le nettoyage de Pessah. Dans les villages, surtout, on mangeait au moins 15 jours avant la veille de Pessah dans le couloir ou même dans la cour pour ne pas amener de Hametz dans les appartements soigneusement débarrassés de toute trace de pain, de farine, de pâte, de bière et tout ce qui a à Pessard était interdit. Souvent, la maîtresse de maison interdisait aux enfants comme aux adultes, avec toute l'autorité qu'il fallait, l'entrée dans les pièces déclarées Yom Tovtik, c'est-à-dire conforme pour la fête de Yom Tov, c'est-à-dire débarrassé de toute trace de Hametz. Parce que Yom Tov, c'est Yom Tov en judéo-alsacien, la fête. On dit Gut Yom Tov en général, ça vient de Yom Tov, le jour de. Oui, puis c'était un terme générique, quoi, parce que les Oui, habits c'est étaient ça. yontovtik et Yom la Tov, vaisselle était yontovtik et l'ambiance, enfin, on s'arrangeait prêt, avec un air prêt de fête. pour, mhm. Ouais. Prêt pour Pessah, adapté à Oui, Pessah. bon, on dirait l'Irvot Shabbat ou l'Irvot Yom Tov, quoi. C'est pour Voilà, honorer c'est la ça. fête qui avait une spécificité. Alors maintenant, on va passer à une étape particulière euh, qui est cette fameuse chambre Chometzkammer. Alors, qu'est-ce qu'il en faut, ou endroit, ou placard, ou Mais qu'est-ce qu'il en est exactement? La ça, Chometzbattel. ça se déroule dans le cadre du Battle, comme on dit. C'est Oui, la recherche du Hametz. En effet, chacun aura pris soin, avant cette cérémonie, d'entreposer tout ce que l'on n'utilisera pas pendant Pessah dans ce qu'on appelait la Hometzkammer. C'était Kammer en allemand, c'est la chambre, c'était une oui, petite chambre, un débarras séparé euh, qui était fermé et on y rangeait la vaisselle Hometztik, celle qu'on n'utilise pas à Pessah, les ustensiles ayant servi au Hametz
que l'on remplacera par la vaisselle maintenant Yom Tov-tik. Par extension, l'expression Chometz Kamer désigne euh, euh, Un débarras. Oui. toute l'année Hum. le débarras où l'on dépose plein d'objets divers hétéroclites. C'est vraiment le débarras où on dépose n'importe quoi et puis on l'appelait le home scammer parce que euh, pour Pessar aussi on y dépose toutes sortes d'objets qui sont homestiques. Et Oui, ça me donc, faisait juste interrompre. On parle d'une chambre spéciale et en même temps, avec ce qui se passe en ce moment en Israël, ça me faisait penser au Mamad. oui, Donc, il y a une pièce spéciale au moment de Pessah qui protège. Là, on c'est peut le faire, Hametz et l'autre, c'est on peut les faire le missiles. rapprochement. Ouais. Non, ben, c'est bon, des pièces spéciales à usage particulier. Alors, oui, avec les enfants, comment se Oui, passait c'est ça. la De recherche plus, du Hametz? cette cette recherche du Hametz, c'était la recherche symbolique du Hametz le soir précédant la fête et c'était un événement aussi pour les enfants. Ils accompagnaient père et mère à travers la maison, cherchant souvent à la lumière d'une bougie et avec une plume et un récipient les morceaux de pain que leur mère avait dissimulés dans chaque pièce. C'était ici encore le fameux Chometzbatl, la Bedikat Hametz, la recherche du Hametz. Et en araméen, on dit Kol Chamiro Veleve Botel ou Mevoutel Afro de Haro. Tout le vin doit être considéré comme nul et assimilé à la poussière de la terre. Ce qui donne en traduction judéo-alsacienne Alles Chometz soll sein Botel. Tout le Hametz doit être déclaré nul. On traduit la racine hébraïque et aussi c'est aussi une racine araméenne, batel par botel avec la prononciation ashkenaz. D'une manière générale, l'expression botel, botelgehen, aller en vain, signifie finalement être inutile, rester inactif et désœuvré. C'est aussi une expression qui est restée dans les villages alsaciens. Ouais. L'expression issue aussi de cette cérémonie, euh, on disait Echot Chomotz gebattelt. Il a fait disparaître le Chomotz. Il a fait ce qu'il fallait. Et ça se disait aussi de quelqu'un qui s'est débarrassé de ce qui lui était devenu inutile. Et de plus, elle se dit également d'une façon inélégante de quelqu'un qui a renvoyé son personnel. Ouais. Ils avaient de l'imagination dans les milieux juifs alsaciens. Alors, on a tous des images de Bedikat Hametz. Alors, j'en ai une dans une Agada, mais vous avez tous dans les vôtres également, Oui, oui. où on voit le père de famille avec la bougie qui Oui, ça, c'est la sourit. fameuse. C'est ce qu'on Voilà. fait encore, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. La B'dika Hametz, c'est la mitzvah à, à l'avant-veille de Oui. Pessah. Ouais. Alors, puisque tu parles de Bedikat Hametz, est-ce qu'il y avait une vente du Hametz à un moment donné dans les petits villages? Oui, oui, ça se faisait toujours. Ça se faisait toujours. Le Hametz, on pouvait aussi, on pouvait aussi, on pouvait aussi vendre le Hametz à des goyim. Et ça se fait encore Oui. aujourd'hui. Et ça se fait encore aujourd'hui. Oui, oui, non, ça, je sais que de nos jours, ça se fait, mais dans un petit village, je me disais que c'était peut-être moins facile. Et la fin de Pessah, de racheter de racheter j'avais ce déjà entendu, Hametz. j'avais déjà entendu qu'on vendait le Hametz qui restait sur les bras à une famille de goyim et puis elle nous le revendait ensuite à la fin de Pessah. Oui, d'accord. Donc, il y avait. Ça se faisait, mais en général, comme on va le voir, je pense, on brûlait le Hametz qui restait. Oui, mais les rabbins ont instauré cette deuxième étape par sécurité, Ça. quoi. Euh, Mais les produits qu'on pouvait conserver, on pouvait hum. les vendre. Oui, C'était normal, ouais.
avec le rabbin qui récupère l'acte Ouais. de vente et puis qui est chargé après On pouvait faire de aussi récupérer. on pouvait faire des contrats individuellement Privé. pour être conforme à cette prescription. Oui, très bien. Alors, on peut maintenant, une fois qu'on a récupéré tout le Hametz, et avant de rentrer dans la fête, on va le lendemain matin brûler le Hametz. Voilà. Comment ça se passe? Alors, ces restes de pain et autres produits interdits étaient rassemblés dans un sachet en carton ou en papier pour qu'on puisse les brûler. La grande joie des enfants était de brûler ce Hametz. Et c'était leur joie euh, qui les entraînait euh, dans des endroits plus ou moins différents pour aller brûler ce Hametz. Dans les villages, ils allaient justement de maison en maison ramasser les restes de pain et tous les aliments interdits à Pessard et on faisait une flambée joyeuse, souvent dans des coins du cimetière, curieusement, ou dans une cour. C'était aussi pour eux, bien sûr, une occasion de récolter quelques pièces d'argent pour Oui, avoir débarrassé les familles pour la, du commerce. pour la prestation de service, oui, Et c'est ça. Et entretient une donc, bonne ambiance et qui est ouais. logique, quoi. Oui. Et donc, la veille de Oui. Pessah, on brûle effectivement le chometz, comme on dit, qu'on a mis de côté la veille au soir dans ce qu'on appelle le chometz fire, le feu du chometz. C'est un mot aussi, un mélange d'hébreu. Chometz, c'est le Oui. chometz, et fire, le feu qui donne, euh, le feu qui donne une légère déformation de prononciation. Cette expression judéo-alsacienne. Par extension, elle désigne tout moyen de destruction pouvant être mis en œuvre pour faire disparaître tout ce qui ne vaut que d'être détruit. C'est aussi devenu une expression. Très bien. Alors, une autre pratique alors, très originale qui est, que tu vas nous développer, Alain, qui est celle de la corbeille de vin et qui, moi, m'a rappelé, je dis tout de suite, quand j'ai vu ça, la corbeille des Bikurim. Alors, Ah, c'est autre chose comme destinée, mais finalement, on récupère dans le sein d'un village une petite bourgade, et les enfants, et puis c'est joyeux, c'est festif, il y a une corbeille, et on met dedans des produits qu'on veut honorer. Enfin, voilà, je t'écoute. ouais. Oui, c'était une coutume qui est très mal, qui est méconnue. Et en fait, les enfants traversaient le village avec des corbeilles remplies de bouteilles de vin, en général du meilleur cru. Ils les distribuaient de la part de leurs parents qui pouvaient se le permettre, puisque ça revenait assez cher, et ils le distribuaient aux pauvres, mais aussi à certaines personnalités pour les honorer, comme le rabbin, les talmudistes que l'on pouvait trouver dans les villages, souvent les noyaux de certaines yeshivot, au chazan, à l'instituteur, au shamus, le bedeau, pour que tout ce beau monde puisse passer un Pessar à la hauteur de l'événement. Là aussi, bien sûr, les enfants recevaient soit quelques sous, soit des confiseries, bien sûr, cachées le Pessar. Oui, oui. En fait, c'était une des traditions qui prenait en charge les habitants du village ou de la bourgade tout au long de l'année. Et à chaque étape, il y avait quelque chose qui se passait, qui se déroulait et qui soudait la cohésion des gens. C'était Alors, c'était une occasion de plus pour marquer son attachement à telle ou telle personnalité. oui. Et puis en même temps, on était pris en permanence dans le flot des activités à la fois sociales et religieuses. Oui, C'était non-stop, en oui permanence, il y avait c'était quelque chose. c'était lié, oui. Ouais. Alors, autre circonstance particulière, autre description, c'est les batailles des œufs et la chasse aux œufs. Alors, on dit, tiens, il va parler des œufs de Pâques, des Pâques chrétiennes, Oui, rapido, mais on je me suis demandé croit- s'il y avait un rapport
chronologique ou sociologique? Quand on parle des œufs de Pâques, on ne pense pas à une tradition typiquement juive, Non, oui, pas vraiment, oui. mais ça a existé. En effet, la veille de Pessah, on confectionnait des œufs de Pessah, des œufs de Pessah, l'œuf étant le symbole de vie, de la naissance à la mort. Et dans ce cas-là, dans l'eau bouillie avec de la pelure d'oignon, les œufs prenaient une belle teinte de jaune safran. On y pouvait tracer, en frottant avec la poudre de grès, toutes sortes de dessins et d'initiales. Les enfants y participaient et rêvaient aux parties qu'ils feraient quand ils se provoqueraient au combat des œufs. En les heurtant l'un contre l'autre par le gros bout, chacun tâchait de fêler l'œuf de son adversaire. L'enjeu du vaincu était bien sûr de gagner son œuf. Et les œufs décorés, ainsi, pouvaient aussi être éparpillés dans le jardin et les enfants étaient ravis d'en trouver le plus possible. L'œuf a donc un double symbole puisque l'œuf est la source de vie et en même temps il suffit d'un rien pour l'écraser. Cela veut dire que la vie est extrêmement fragile, qu'elle ne tient qu'à un rien. C'est un rappel permanent du prix de la vie. Et cette chasse aux œufs célèbre justement la vie à l'occasion de Pessah, la vie en liberté après la vie en esclavage. Oui, double libération. Ouais, Et en même temps, c'est la vie, puis c'est le deuil aussi. Parce que les endeuillés, c'est dans ça, le ouais. repas des endeuillés, on leur donne des œufs, quoi. Donc c'est la continuité, quoi. Enfin, C'est comme le ça. cimetière s'appelle Bethraïm, on voit bien que tout est intriqué. L'aspect circulaire de l'œuf qui rappelle La vie, le cycle de la vie. ouais, tout à fait. Et alors, donc là, c'est les traditions les jours précédents. Mais alors, on arrive maintenant, on a fait la recherche du Khames, on a nettoyé, on a préparé, et on arrive à la préparation de la soirée du Seder. Donc, il faut bien préparer le plateau du Seder et le Seder plate. Maintenant, c'est ce que tu vas nous expliquer pour cette première partie là des coutumes Les coutumes liées à de Pessah. Pessah. Vas-y, on t'écoute. En effet, c'est dans l'après-midi qu'on préparait le fameux plateau du Seder, le Seder plate, le plateau du Seder. Le monde ashkénaze et donc également celui des Juifs alsaciens a conservé les traditions anciennes, à savoir que les ingrédients sont placés sur le Sederplat selon leur ordre d'utilisation, comme on voit sur l'image que Michel a derrière lui. Devant le maître de Oui, maison, Michel. l'eau salée et la verdure, le carpas, pour bien attirer l'attention des enfants, tout en évoquant déjà l'amertume de nos ancêtres en Égypte. Plus loin, en deuxième position, les herbes amères, le maror, rappelant précisément la vie amère en Égypte, et le charoset, rappelant bien sûr les briques fabriquées par les Hébreux esclaves en Égypte. Tout au fond, il y avait l'œuf. Là encore, on parle des œufs. Mais là, sur le plateau du Seder, l'œuf représente le Korban Chagiga, c'est-à-dire le sacrifice de la fête. À chaque fête, il y a un sacrifice spécifique et cet œuf est censé représenter ce sacrifice spécifique à la fête de Pessah. Et l'os grillé C'est le représente le corban. Korban Pessah, hein, c'est-à-dire le sacrifice supplémentaire pour la fête de Pessah, le fameux Korban Pessah. Ouais, spécifique à Pessah. Voilà. Ouais. Et le premier, c'était spécifique à l'état de fête, quoi. Oui, Ouais. pour chaque fête, il y avait le Korban Chagiga, le Korban spécifique à la fête, et à Pessah, il y avait un Korban supplémentaire lié Ouais. à l'agneau pascal. Oui, qui a une importance fondamentale parce que c'était chaque chef de famille en principe C'est ça, qui assurait ça et il fallait connaître à l'avance les gens qui en profiteraient et n'importe qui ne pouvait pas bénéficier du Corban Pessah. Il y avait des règles très précises. très très précise. Ok. Et donc, on ne consommait pas ces éléments au cours du Seder. Les trois matzot étaient placés dans un apron à trois pochettes
soit sur la Sederplatte, un plateau justement à 3 étages. Pour le, pour le Karpas, on ne connaissait que le cerfeuil. On n'utilisait ni radis ni persil. Pour les herbes amères, le maror, on prenait de jeunes pousses de salade que l'on ne trouvait qu'à cette époque de l'année, car il y avait une habitude, les paysans s'arrangeaient pour les avoir avant la Pâque pour leur clientèle juive. C'est sympa, ça. Oui. Ouais, c'était sympa. C'était courant, hein. Ils s'arrangeaient pour avoir ces ingrédients pour les Juifs de Pessah. Et ensuite, il y avait le réfort, le fameux reifer, comme on dit, râpé ou non, surtout pour le sandwich matzah maror, appelé korer, et rappelant également le korban de Pessah. Avant- Voilà, ça Oui. c'était pour la préparation du plateau de Seder. Alors, est-ce que les coreligionnaires les plus observants, ils pèsent à l'avance le poids de la matzah qu'ils vont consommer pour être sûr d'avoir la bonne quantité? Ils mettent ça dans un petit plastique à l'avance, etc. Est-ce que c'est des pratiques qui existaient aussi dans le judaïsme alsacien ou c'est venu après et ça n'existait pas? C'était assez rare. D'accord. D'accord. On Oui, rentrait, on évaluait, on on évalue, jugeait la c'est quantité de ça. matzah. Oui, On oui. savait, on savait qu'il fallait prendre une certaine quantité, mais on n'allait pas jusqu'à peser Le gramme, oui, c'est ça, pour être sûr d'être selon Rabinae ou les autres. OK. Bon, alors donc on a notre plateau qui est bien prêt et puis on va terminer cette première partie. Comment est-ce que en sortant de la choule, comment les gens se voilà, c'est congratulaient? ça. Qu'est-ce qui En se effet, passait? en effet, on allait effectivement à l'office à la choule, et et en sortant de la choule, on se disait Bauerkut. Et ça a toujours impressionné. Ah oui, c'est curieux, ça surprend, hein. C'est une expression qui est plutôt curieuse. En fait, en judéo-alsacien, on ne se souhaite pas bonne fête, Gut Yom Tov, comme on disait, après l'office du premier soir, comme on se le souhaite à Shavuot ou à Sukkot, Gut Yom Tov, bon Yom Tov, hein, euh, bonne fête. Pour ce qui est de Pessah, on ne manquera pas justement de souhaiter Bauerkut, construisez bien, de l'allemand bauen, construire. Cette formule tire son origine d'un cantique de la Haggadah chanté dans la dernière partie de Seder. Quel Bnei Betra Bekarov. Hachem veuille reconstruire bientôt ta demeure, le temple, le Beth Amikdash. Et l'usage voulait et veut encore dans certaines familles que l'on chante en allemand la traduction des cantiques ou des poèmes liturgiques les plus populaires qu'on ajoute à la fin du Seder. Et tel est le cas justement du texte qui a donné naissance au souhait traditionnel échangé à l'occasion de Pessah. Et Bauergut, ça vient du chant Adirou, dont nous reparlerons donc dans notre prochaine partie. Mais c'était passionnant. Merci beaucoup, Alain. Ça permet de mieux comprendre ce déroulé de Pessah les jours précédents. On a hâte de voir la deuxième partie sur la soirée proprement dite. En attendant, alors Bawagut, disons-nous, et au plaisir pour la deuxième partie. Merci à Ok. vous. Chers amis, nous nous retrouvons avec plaisir pour la soirée du Seder de Pessah proprement dit. Alors, comment se déroule-t-elle? Eh bien, nous retrouvons notre guide, Alain, Alain Cam, qui va nous détailler cette soirée. Alors, tout d'abord, il y a un élément original, une bande de tissu. On va savoir à quoi elle sert, mais qui n'existe pas dans toutes les traditions. Mais alors, de quoi s'agit-il, Alain? On t'écoute. Non, c'est quelque chose qui est très peu connu et qui a complètement disparu. On appelait ça les Seidertzweil. C'est-à-dire il s'agit de bandes de tissu brodées. Le mot Tzvel ou Hansvel ou Hansmal désigne une serviette et ici plutôt un essuie-main. On trouvait jadis dans les maisons juives
une fontaine murale de cuivre, d'étain ou de faïence, appelée le Gisef. C'est un terme qui vient du mot allemand gießen, en allemand, verser, et qui évitait de se rendre au puits dans la cour chaque fois que l'on voulait se laver les mains. Tout naturellement, une serviette de toile était suspendue à côté de la fontaine. Et à Pessah, pour rendre les choses plus jolies, on cachait ces serviettes inesthétiques derrière une belle serviette en toile de lin, plus ou moins brodée, et servant en fait de cache-serviette. En effet, les Seiderzwell ne sont rien d'autre qu'une large serviette de toile, au détail près qu'elle était réservée aux 8 jours de Pessah. Elle était brodée avec des motifs relevant de Pessah et de personnages bibliques, en général de telle sorte qu'en les voyant, en s'essuyant les mains, on était tout de suite dans l'ambiance de Pessah. Une autre tradition proche de celle-ci et qui est moins connue, c'est le coussin brodé pour le Baal Habayit, pour le maître de maison, qui donne le seder afin qu'il soit confortablement assis. Et là aussi, on y brodait quelquefois. J'en ai même vu une qui était brodée avec le texte de Manishtana, ou le plus souvent le plus souvent des dessins relatifs aussi au seder, une coupe de vin, de la matzah, etc. Ça, c'est des coutumes, entre guillemets, qu'on ne connaît plus beaucoup, mais dans certains endroits, on retrouve encore des coussins ou même des essuie-mains comme ça, Oui. typiques à Pessah. C'est la question que je voulais te poser. Les mapotes, ça se transmet fidèlement, enfin, on en retrouve Ouais. assez fidèlement. Mais là, les Zeiderweihl, ça s'est conservé, ça s'est transmis ou Non, moins? ça se transmettait moins automatiquement, puisque les mapotes, ça se transmettait parce que c'était personnalisé. Il y avait le nom, il y avait la date de naissance, il y avait des informations. Tandis que ces éléments-là sont différents, c'est décoratif, hein. Oui, d'accord. C'était surtout décoratif pour, Ouais. pour, accentuer l'esprit festif de Pessah. C'est d'autant plus précieux alors qu'on en a moins Voilà, gardé. c'est ça. Et on n'en trouve plus, malheureusement. Mhm. Il y en avait un chez mes beaux-parents, mais apparemment il a disparu aussi. De quoi? À Seiderzweel. Ah oui? Oui, moi j'ai vu des images de Seiderzweel, mais on n'en trouve plus, on n'en trouve plus. C'est très rare. Je me faisais réflexion dans les musées d'art juif, qu'on voit à travers les lieux, les périodes, on voit toutes sortes d'objets hein, rituels. Mais là, j'ai jamais vu ce genre de choses, quoi. Ah si, si, j'en ai des images. Ouais, bah, tant mieux. Bah, je serai plus attentif. J'ai dû passer à côté. Bien, passons alors à la soirée. On est à table et l'objet, c'est de lire la Haggadah en plus du repas. Voilà. Alors, que se passe-t-il pour la Haggadah, la Gaude? La première, ce qui est à remarquer au début du Seder, c'est la ficomane. Oui. Parce que avant le récit en lui-même de la sortie d'Égypte, le maître de maison cassait la matzah du milieu en deux et l'enveloppait et enveloppait l'une des moitiés dans un Une tissu, serviette. Oui, dans une oui. serviette, oui. Les enfants s'arrangeaient alors pour, comme on disait, chipper la ficomane, sans lequel on ne pouvait pas terminer le seder, puisque il était Mhm. considéré comme le dessert des desserts. Pour, euh, pour qu'ils le rendent, on leur promettait un cadeau. On connaît ça encore aujourd'hui. Oui, Et oui, donc, oui. en Alsace, une expression à ce sujet, on disait Eret die Matze geganeft. Il a volé la matza.
qui deviendra en yiddish alsacien, il a tiré le gros lot. Il y a aussi une variante, Er soll nur die Matze Ganfe, ce qui veut dire qu'il vole seulement la matzah. Ganfe, ça vient de la racine gana, voler, Ouais. et cette expression signifie dans la conversation courante, grand bien lui fasse de réussir une telle affaire suspecte et qui ne rapporte rien, je n'en suis absolument pas jaloux. Ça, c'était Oui, un peu le sens que donnait parce qu'il y avait quelquefois des discussions au sujet de cette tradition de cacher l'afficomane pour recevoir une récompense. Certains étaient contre parce que c'était pas un bon exemple pour les enfants. oui, mais en même temps, il fallait s'assurer de savoir où était caché la ficomane, parce que souvent les enfants s'endorment en cours de repas et après on est coincé pour démarrer pour ne pas réveiller l'enfant Ouais. non plus. Alors donc, on a mis la ficomane de côté, on commence en fait le récit, le Maguide, quoi. Et Ouais. alors, comment se déroulait la lecture de la Haggadah? Oui, en Alsace, il faut dire que la lecture elle-même de la Haggadah était souvent monotone. Rares étaient les chefs de famille qui en commentaient le texte, même s'ils en traduisaient quelques passages, évidemment. Les choses ont bien évolué et des commentaires sont bien sûr désormais toujours les bienvenus. D'ailleurs, on peut trouver quelques expressions judéo-alsaciennes qui se réfèrent à, à Au certains, texte. à certains moments de la lecture de la Haggadah. Par exemple, il y a une expression, c'est un nigo. On désigne ainsi quelqu'un de pas très futé. C'est bien sûr l'évocation du quatrième enfant cité dans la Haggadah, qui ne sait même pas poser une question, d'où son nom, Eno Yodea Lishol, et en judéo-alsacien, c'est devenu ainsi Yodea Lishol. Et on affublait comme ça de ce nom-là des gens qu'on considérait comme un peu justement nigo. Oui. C'était pas toujours très gentil, mais Alors, oui, il y avait une autre pratique concernant les diplés et la oui, symbolique des oui, diplés. ça aussi c'est un peu ironique, disons. Euh, c'est une autre expression qu'on ne connaissait pas tellement, mais je l'ai retrouvée à plusieurs endroits. Et c'est devenu une expression. Dom fermich, dom fermafra. Kenem fermich, kenem fermafra. Ça veut dire le sang pour moi, le sang pour ma femme. L'époux pour moi, l'époux pour ma femme. En effet, l'évocation des 10 plaies se situe vers la fin de la première partie du Seder. Et à leur évocation, on enlève une goutte de vin pour atténuer sa joie en raison de la mort, notamment des Égyptiens, lors de la traversée de la mer Rouge. Et là, cette, cette coutume, entre guillemets, c'était parce que comme le mari avait faim, il demandait à sa femme d'aller voir si le repas était bien prêt. Et donc, il trempait à sa place alors son doigt dans le verre de vin pour ôter une goutte une fois pour lui et une fois pour elle. Et il le faisait pour elle pour être sûr qu'il n'aurait pas besoin d'attendre que le repas soit prêt. Pour accélérer un peu le mouvement, quoi. Alors, selon les coutumes, il y en a qui mettent le doigt excessivement avec la goutte qui est projetée par terre ou ailleurs. Euh, on a d'autres pratiques, par exemple, où on verse ça dans un vase, quoi, un récipient, et puis on Oui, on verse à y a chaque fois. Alors, oui, donc cette pratique-là, ben oui, c'est la soirée du CEDER, elle est un peu longue, hein. Au début, on va prendre des petits apéritifs, mais on ne va pas manger tout de suite. Donc, il faut arriver à tenir un peu. Alors, est-ce que pour cette lecture de la Haggadah, tu voulais rajouter autre chose ou on peut passer au repas? on peut passer au repas. Alors, le repas proprement dit, bon, on a lu le texte, on a fait le Maguide, le récit, nos ancêtres, on a vu la première partie du Hallel, enfin les 10 plaies, puis après le Hallel, Oui, avec les contextes, et le repas proprement dit. Alors là, on va vraiment manger. Mais est-ce qu'on mange ce qu'on a envie de manger? Non, pas tout à fait, en fait. Il y a certaines oui, choses qui sont exclues. oui, oui.
comme la première partie du Seder se termine par les chants du Hallel, on est en forme, on a chanté, on est joyeux et on se réjouit d'autant plus de passer au repas. Donc, ce repas, il arrivait et il était très attendu. Et pour rien au monde, on aurait mangé le soir du Seder des aliments figurant sur le plat du Seder. C'est une tradition qui existe toujours. Donc, ni viande grillée ou rôtie, ni œufs, ni salade. Il comportait de la carpe à la juive, une carpe entière, cuite dans une sauce bien verte à la base de persil, un bouillon avec des boulettes de matzot, les fameuses matzot knepflich, que vous voyez derrière moi, la mère de famille qui en fabrique. On ne la voit pas très bien, malheureusement. Et Alphonse Lévy? Oui, c'est un dessin d'Alphonse Lévy. Et euh, ces matzot knepflich faisaient partie de Pessah. On disait sans lesquels le Seder serait incomplet. On disait Pessah ohne matzot knepflich et schnitte Pessah. Un Pessah sans ces boulettes de matzah n'est pas un Pessah, tellement elles étaient attendues. Il y avait un autre plat tout autant attendu, c'était le Matzekugel, le gâteau rond de Matzakugel. En allemand, c'est la forme ronde à base de matzah trempée et essorée, d'oignons, d'œufs, un peu de maker, on appelait ça, c'est de la graisse de bœuf ou de la graisse de veau, sel, poivre, gingembre, quoi, tous les ingrédients. Et c'était aussi toujours un mets très, très attendu. Oui, Et donc, typique ouais. de la fête. Donc, comme on ne pouvait pas manger de la viande rôtie ou grillée, on servait en général du bœuf ou de la volaille bouillie. Le bœuf, c'était en général un genre de pot-au-feu, Oui, de la volaille bouillie ou en ragoût. Pour le dessert, il y avait souvent ce qu'on appelle le matze shalet. Shalet, c'est un mot assez bizarre qui vient du vieux français chaloir, dans le sens de rendre chaud, puisque précisément le matze shalet se mange chaud ou au moins tiède. On servait aussi, ce qui est plus connu, les fameuses Grimserlich. Ça vient aussi d'un mot allemand, Grimsel, c'est un mot du vieil allemand qui désigne un genre de galette. Et ici, les Grimserlich, ce sont des beignets de matzah avec des amandes et des raisins secs. oui, C'est aussi un dessert qui est très, très attendu et qu'on confectionne encore aujourd'hui. oui, oui, J'ai qui mon épouse, caractérise la fête. j'ai mon épouse à côté, elle en a déjà préparé. Alors, est-ce que chaque personne qui aura apprécié l'émission pourra en bénéficier ou non, c'est pas prévu, quoi. Je sais pas, je vais lui demander. On va les présenter virtuellement. Oui, Elle a dit, il n'y a pas de problème. ouais, je la connais, j'adore parce qu'elle les a déjà fait une recette sur Zoom et Chichi. Ouais, Et voilà. Alors, donc, une coutume que tu rapportes là maintenant, Alain, oui, qui est très curieuse, hein, c'est la place du schnorrer. On connaît le oui, schnorrer de manière générale, mais là, le soir du Seder, rôle particulier. oui, c'est ça. Ça se faisait dans de nombreuses familles. Il y avait un lien particulier avec le schnorrer qui était aussi un bandelman, comme on dit, un colporteur. C'était très lié. Effectivement, souvent, les familles recevaient leur schnorrer attitré. Chacun avait son schnorrer attitré avec lequel ils avaient des relations privilégiées. Le schnorrer se réjouissait de venir et la famille se réjouissait de le recevoir. Et pendant le repas, on aimait lui donner la parole. Et, et pourquoi? Parce que le mendiant, donc le schnorrer, en même temps que le porteur, il fournissait bien sûr un calendrier et livres de prière en les colportant de village en village. Le schnorrer était attendu car il pouvait donner des nouvelles de tout ordre, familial, communautaire. Il excellait aussi dans les petits ragots
et tous les participants appréciaient ces moments pleins d'humour. C'était l'entracte, si vous voulez, du CEDER, et c'est pourquoi il était toujours invité. Et c'était aussi bien sûr une bonne action particulièrement recommandée pendant le CEDER de recevoir quelqu'un qui en a besoin. Oui, alors c'est intéressant parce que le mot colporteur, c'est un métier. Il va d'un endroit à l'autre amener dans sa besace des objets qu'il vend. Et en même temps, colporter, rechilut, quoi, c'est transmettre des bonnes ou des mauvaises nouvelles, des Ouais, ragots. Enfin, c'est colporter, on voit bien quelque part voilà, l'identité, puis la spécification de ce terme, de ce sens. on voit bien l'idée du colporteur avec des images d'Alphonse Lévy. C'était le Bondelman, c'était le colporteur avec un sac en bandoulière, vous savez. Oui, un gros sac, oui, c'est ça, C'est qu'il ça. avait. Alors, donc ça, c'est oui, pour agrémenter un peu la soirée. Et puis en même temps, les gens n'avaient pas, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de Oui, c'est nouvelles, il y ça. avait le journal de temps en temps. Enfin, Oui, et on est puis, au courant de ce qui se passait de manière générale. oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il était même attendu. Oui, et il y avait une fonction Oui, oui, de communication sociétale. Alors, la seconde partie du CEDER, là maintenant, Alain, oui, alors il y a le Hallel. On reprend, alors on a rangé un peu le repas, on a le Hallel, les chants du Hallel, et puis il y a des chants ensuite qui viennent, qui ont été ajoutés à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance pour imager beaucoup de choses, enfin, à la fois l'évocation de la ténacité du peuple juif et puis les difficultés de la vie de tous les jours. Enfin, alors, est-ce que tu peux nous parler justement de ces chants? oui. Justement, dans la seconde partie de la Haggadah, qui au départ était lue plus rapidement, on ajoute des chants traditionnels. Et ils ont été ajoutés en fait à la Haggadah. Ils se sont ajoutés, ça faisait pas partie de la Haggadah. Ils étaient chantés en hébreu et aussi dans une traduction judéo-allemande ou judéo-alsacienne. Les anciennes Haggadot imprimaient toujours à côté du texte hébraïque la version judéo-allemande ou judéo-alsacienne. Les plus connus, il y en a trois à la fin du Seder. Il y a le Hadirou dont on a parlé, Hachem Tout-Puissant veut restaurer le temple bientôt. On ajoute en Yiddish Deutsch, Shir en judéo-alsacien, le chant, et cela se dit Allmächtiger Gott, bau dein Tempel Shir, le chant pour qu'Hachem Tout-Puissant reconstruise le temple. Aussi, c'est anecdotique, euh, certains juifs de Chirophène, en judéo-alsacien, Shire justement, Temple Shire, s'amusaient à confondre les mots en imaginant que le troisième temple serait érigé, bien sûr, dans leur village, puisque ça figure dans le chant. Et c'est d'ailleurs ce chant qui est à l'origine de la coutume de souhaiter Borgut, comme on l'a déjà évoqué, construisez bien. C'est la façon de souhaiter de passer un bon Pessah en souhaitant de bien reconstruire le temple. Ensuite, il y avait le chant des nombres qui est aussi très connu, Echod Miodea en judéo-allemand ou en judéo-alsacien, Wer weiß eins, eins das weiß ich, einzig ist unser Gott, der da lebt und der da schwebt in dem Himmel und auf der Erde. Et ainsi de suite. Un qui sait, un moi je sais, un c'est Hachem qui se trouve sur la terre et aux cieux. Et le troisième chant, c'était Chad Gadia, l'histoire du chevreau. Ein Ziegelein, das hat gekauft mein Vaterlein, 2 Pfennig. Un chevreau que mon père avait acheté pour 2 sous. C'est aussi des chants qui sont repris en chœur et qui permettent de terminer de terminer le CEDER dans la bonne humeur. Oui, et qui aboutissent à la, la mise en exergue de la toute-puissance d'Hachem. Parce Oui, que finalement, oui, chacun peut montrer sa puissance, mais qu'est-ce qui reste à la oui, fin? si on étudie le texte en lui-même, c'est très intéressant.
ça vaut la peine de les étudier puisque il y a toute une évolution dans la présentation de chaque terme. Oui. Et alors, on peut maintenant, enfin, il y a bon, les chants. Alors, les gens les chantent en hébreu, les gens les chantent dans la langue vernaculaire, en Oui, là, français ou en allemand. on connaît ça dans d'autres traditions, Oui, dans oui, le monde en séfarade, judéo-espagnol, oui, oui, tout à dans le fait. monde. Ouais. Bon, c'est en même temps une manière c'est vraiment une fête. Il n'y a pas beaucoup d'autres fêtes où il y a des chants comme ça. Alors, il y a Hanouka, euh, mais si on Oui, voit les autres fêtes de l'année, c'est Pessah et Hanouka, quoi, où il y a oui, des chants qui sont transmis fidèlement au sein d'une famille, d'un groupe. oui, oui, c'est des fêtes qu'on célèbre en famille, entre amis, c'est très festif, quoi, Oui. comme toutes les Alors, fêtes. en fait, la Haggadah, c'est traité du Talmud, quoi, Pesachim. Et puis ça, c'est venu après, c'est venu Ouais. ensuite agrémenté, ornementé, Ça, c'est beaucoup plus tard. beaucoup plus tard. Ouais. Mais dans les autres traditions, que ce soit Sfarad ou Ashkenaz, si on voit le Me'am, la Haggadah du Me'am Loez ou d'autres, c'est aussi des chants qui ont été amenés à cette période. Alors, le dernier point, l'avant-dernier point qu'on va voir ensemble, c'est cet épisode-là, le chasseur et le lièvre. Qu'est-ce que le lièvre vient J'ai un faire peu, dans le Seder? j'ai un peu eu du mal à comprendre moi-même, mais on va essayer. En Oui. effet, c'est ce qu'on appelle Yakenhaz. Euh, les vieilles agadotes illustrées depuis le Moyen Âge comportent bien souvent un dessin dont on ne comprend pas toujours la signification, ni sa présence dans un livre à caractère strictement rituel. Il s'agit d'un chasseur visant un lièvre. Que peut bien faire une telle scène dans une Haggadah? Pour le comprendre, il convient de se référer à un passage du Talmud, Psachim 102b, qui étudie une question concernant Pessah qui commence qui commence à l'issue de Shabbat. Il s'agit d'un moyen mnémotechnique pour se souvenir comment procéder à cette occasion. Ce moyen mnémotechnique se résume par la réponse en un mot, Yakenhaz, composé des initiales des différents termes par lesquels on a désigné chaque bénédiction qu'il faut prononcer à cette occasion. Soit Yakenhaz, Yahin, c'est on verse le vin, puis on fait le cas, Kiddush, la sanctification de la fête, ensuite Ner, c'est Boré Orewesh, la bénédiction de la lumière avant celle de la Avdallah, le H, Amavdil ben Kodesh le Rod, et enfin Zeman, celle de la joie de la fête du jour, la Zman Azé. Ça permet de garder en tête euh, euh, comment il faut prononcer toutes ces bénédictions. Et selon la tradition, chacun avait à cœur, en ouvrant sa Haggadah au début du Seder, si le premier soir tombait à la fin de Shabbat, de constater que le texte correspond bien aux prescriptions et chacun disait Yakenhaz. Mais on peut se demander qu'a faire dans la Haggadah l'illustration du chasseur tirant sur le lièvre. En fait, c'est assez simple. Le verbe allemand jagen veut dire chasser et le mot hase désigne un lièvre. En alsacien, on ne sera pas surpris d'apprendre que jagenhase peut s'entendre comme jag de hase, c'est-à-dire soit chasse le lièvre. Cela se passe bien sûr au début du Seder. Il faut en effet réciter ces bénédictions dans l'ordre pour mentionner tous les aspects d'un moment si particulier lorsque la fin de Shabbat correspond ainsi au premier soir de Pessah. C'est assez étonnant, mais on trouve encore des Haggadot où on voit ces dessins. Oui, et ça permet de mieux comprendre grâce à tes explications. Alors, Pessah se termine et Oui, bon, il faut ranger tout ce qu'on a sorti comme vaisselle et
Alors, est-ce qu'on attend le lendemain? Pas du tout. Est-ce qu'on fait la mimouna tout de suite? Pas du tout. Pas du tout. Et on fait autre chose qui reflète plus le caractère ashkénaze de la soirée. Et si je dis ça en rigolant, bien sûr. Et c'est la fameuse Rumpelnacht. Alors, qu'est-ce Rumpelnacht. que c'est que cette Rumpelnacht? C'est la Eh bien, Mimouna Ashkenaz. la Rumpelnacht, le terme vient de Rumpeln en allemand, qui signifie faire du tapage, rien que ça. Ce moment qui demandait la participation de toute la famille marque en effet la fin des 8 jours de fête. En effet, à la nuit, on range soigneusement la vaisselle de Pessah, ce qui demandait des va-et-vient, souvent dans la bonne humeur, mais aussi avec à la fin une certaine fatigue. Certains n'hésitaient pas à aller boire une bonne bière. Je me souviens en particulier, et le rabbin Gottlieb l'a rappelé, qu'à Saverne, le regretté grand rabbin Max Guggenheim, qui bien sûr ne possédait rien de Hametz pendant Pessah, et ne voulait pas qu'un non-juif lui prépare du Hametz pour en disposer immédiatement à la fin de la fête. Cela équivaudrait pratiquement à posséder du Hametz pendant un temps où il est encore interdit. Il interrompait euh, la Rumpelnacht pour aller au buffet de la gare, où il commandait une bonne bière d'Alsace, bien sûr, dont il savait apprécier le goût après une semaine d'abstinence. En fait, il se référait au verset de Shemot, chapitre 12, verset 18. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez du pain non levé jusqu'au soir du 21e jour. Dans l'une de ces traductions officielles de ce verset, ce qu'on appelle le Targum Yonatan, quelques mots ont été rajoutés à cette proposition. Et le soir du 22e jour du mois de Nissan, vous mangerez du Hametz. L'auteur a peut-être voulu insister sur le fait qu'on ne doit pas prolonger le temps de l'interdiction et que par conséquent, il fallait se hâter de consommer un aliment dont on s'était abstenu tout au long de la fête de Pessah. C'est ça le sens de cette précipitation d'aller boire une bonne bière, ce qui n'est pas désagréable. Et oui, c'est savoureux, effectivement. Merci beaucoup, Alain, parce que c'est un beau paysage. Là, on a vécu la soirée du CEDER. Merci de ces précisions. Et il nous reste à dire Bawagut à tous Oh, le nos but, ouais. auditeurs de Zoom à Chichi, et puis dire que tu as également enregistré une séquence consacrée au rabbin d'Alsace Oui, on va. et qu'on pourra prochainement mettre également sur les ondes. Donc, on remercie tout le monde de leur attention et en particulier Michel Roté, parce que c'est grâce à lui Entre-temps, je vous ai mis trouvé en le forme. Zweiterzähl par derrière. Ah, c'est Et ça? alors, oui, on a Ah, donc ça y est, bravo. merci, Parfait, merci. bonne réadaptation du. J'en ai- j'en- On vous souhaite bonne fête de Pessah et puis Merci. on se retrouve pour des Semachot et la paix en Israël. Bonsoir Amen. à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bogut. Oh, oui, ouais. Good.